Bienvenue à vous qui prenez le temps de nous regarder, de suivre cette émission. Le 28 janvier dernier, à deux endroits différents de la ville de Montréal, il y a eu deux arrestations. Au coin de Bleury et René Lévesque, il s'agissait d'un avocat qui a été arrêté, retenu, menotté, retenu dans la voiture de police pendant à peu près une vingtaine de minutes, puis relâché devant les yeux médusés et dans la terreur de sa fille. Du côté de Crémazie, ça a été un autre qui a été arrêté aussi et retenu pendant 6 jours, puis libéré enfin, laissant en ville une femme en détresse parce que, notamment enceinte de deux jumeaux. Qu'ont en commun ces deux personnes? Vous l'aurez compris, je parle ici de l'avocat Kwadwo Yeboah, et de Mamadi Camara. Je parle de ces deux personnes. Qu'ont-ils en commun? Les deux font des métiers dits d'élite. Les deux sont des citoyens montréalais, on va dire, modèles. Les deux sont noirs. Dans le cas des deux personnes, on a parlé de profilage racial. Vous l'aurez donc compris, c'est le SPVM qui est ici en question. Il est au cœur de l'actualité. Et pour parler de ce SPVM, pour parler de cette actualité, je n'ai pas avec moi le responsable du SPVM, ce qui d'ailleurs ne saurait peut-être tarder, qui sait, mais j'ai avec moi quelqu'un qui a un regard particulier puisqu'il a un pied dedans et un pied dehors, si je puis le dire ainsi. Frédéric Boiron, bonjour. Bonjour Cyril. Merci d'avoir accepté cette invitation pour parler du SPVM au cœur de l'actualité. Mais je dois d'abord dire que Frédéric Boiron, c'est un sociologue, ça c'est son premier métier. C'est un expert en stratégie d'affaires, notamment auprès des OBNL, 18 ans, ne serait-ce qu'avec le YMCA déjà, c'est un bon 18 ans de carrière. Après, c'est en Haïti où il y a eu la mise en place d'un YMCA, retour à Montréal pour gérer encore d'autres organismes. Frédéric Boiron est aussi auteur de 3 livres, Au nom du peuple, du fric et du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit du Saint-Esprit, j'ai dit du Saint-Esprit. Ça, c'est en 2005. Ferme les yeux, ouvre la bouche, avale. Ça, c'est en 2017. Et là, tout récemment, en 2020, Inconduite, tweet et autres bullshit d'un État en faillite. D'une élite, pardon, en faillite. D'une élite en faillite, ça c'est en 2020. Mais Frédéric Boiron, c'est aussi aujourd'hui ou depuis le 9 juillet 2020, le conseiller stratégique indépendant du SPVM. Une nomination qui est survenue après que le SPVM ait décidé de sortir un rapport où, et je sais que je caricature, je le fais volontairement, reconnaissait qu'il y avait racisme systémique au sein du SPVM. Je vais commencer par cette dernière-là. Pourquoi avoir dit oui quand on connaît le parcours qui est le vôtre? Pourquoi avoir dit oui à cette responsabilité de conseiller stratégique indépendant du SPVM? Et c'est quoi le conseiller stratégique? Il fait quoi? D'abord, je crois que le mot-clé là-dedans, c'est indépendant. OK. D'accord. L'entente que j'ai avec M. Sylvain Caron, qui est le directeur général de la police, c'est que je ne travaille pas pour la police. J'ai un regard externe, indépendant sur le travail qui se fait à l'intérieur de l'organisation. Je n'ai pas d'allégeance au SPVM, je ne suis pas policier, je ne suis pas pro-police, je suis... Anti-police? Non, pas du tout. Okay. Je n'ai pas de position sur cette chose-là. Pour moi, tout simplement, c'est que je suis pour une société harmonieuse où on respecte les citoyens, que les citoyens ont des droits dans une démocratie, mais aussi des devoirs, et qu'ils aient à l'intérieur de ça, la police a un rôle pour permettre justement aux gens d'exercer leur citoyenneté. Et pour moi, mon regard au niveau du SPVM s'arrête là. La raison pourquoi accepter ça, d'abord, oui, parce qu'il y a cette indépendance que j'ai où je peux dire ce que j'ai
ce que je crois pertinent de dire et où le SPVM s'engage à ne pas censurer mes rapports et où j'ai accès à toutes les informations que je demande pour faire mes analyses. Et jusqu'à présent, j'ai eu accès à toutes les informations que j'ai demandées. J'ai déposé un rapport, je l'ai présenté à l'état-major du SPVM et mon rapport reste intact. Donc, il n'y a personne qui peut arriver. Ça va aussi loin que, évidemment, il y a des principes de confidentialité dans un rapport comme celui-là que je remets parce que j'ai accès à des informations. Et en plus, le rapport ne m'appartient plus à partir du moment où je le remets au SPVM. Et parce qu'il y a justement ces principes de confidentialité, au moment où on se parle, à part des gens du SPVM et moi, il n'y a personne qui sait ce qu'il y a dans ce rapport. Parce que je ne pouvais pas le faire relire par ma correctrice, par exemple, parce que j'ai un engagement par rapport à ça. Maintenant, je reviens encore une fois en arrière sur pourquoi. Oui. Ce mercredi matin où M. Caron m'a présenté comme son conseiller stratégique, le patron de la police et tout ça, moi, je m'étais dit, si je n'y avais pas été, est-ce que j'aurais laissé cette chaise vide? Parce que ce n'est pas moi qui ai appelé M. Caron pour dire, vous avez besoin d'un conseiller stratégique. C'est lui qui m'a appelé, d'accord? C'est lui qui m'a appelé, qui a demandé à me rencontrer. Pourquoi? Parce que j'avais déjà participé à plusieurs consultations sur la politique d'interpellation. Donc, il savait déjà ce que je pense. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, mais est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Parce que je suis un esprit libre. Je dis ce que j'ai envie de dire. Quand quelque chose me dérange, je le dis. Et il m'a dit, écoutez, on a quand même fait nos recherches. On sait qui vous êtes, on sait ce que vous avez l'habitude de dire, on vous a lu. Évidemment, il m'avait lu dans la presse, il m'avait lu sur mon blog, etc. Il m'a raconté des choses qu'il avait lues de moi. Donc, je savais qu'ils savaient à qui ils avaient affaire. Et je lui ai dit, mais vous savez, moi, je ne vais pas filtrer les choses pour vous accommoder. Je vais dire ce que j'ai à dire. Il m'a dit, c'est ce qu'on a besoin. Quelqu'un qui va nous dire ce probablement qu'on ne veut pas entendre. Mais on a besoin de sortir de cette zone de confort. Et c'est dans ce sens-là que je l'ai fait. Mais en réalité, de me dire, ce matin-là, je n'avais pas été, qui aurait été? Est-ce qu'après ça, je me serais dit, tiens, j'aurais fait une meilleure job que quelqu'un d'autre? Bon, je pense que j'étais équipé pour le faire. J'ai accepté de le faire. Le défi maintenant qui nous attend tous, M. Caron surtout, c'est que l'idée, c'est que si je pars, si je dis à M. Caron, j'arrête parce qu'il n'y a pas la collaboration au niveau que je l'attendais, c'est lui qui paraît mal. Et si M. Caron dit, écoutez, on ne retient plus vos services parce que pour quelle raison que ce soit, c'est lui qui paraît mal. Est-ce que, Frédéric Boiron, la police, le SPVM peut se sentir mal? Est-ce que M. Caron peut se sentir mal au regard et je mets des guillemets, du comportement qu'on a vu, qu'on a observé cette dernière semaine? Face, par exemple, lorsqu'il y a eu le cas Kouado Yeboah, moins médiatisé, mais le cas Camara, et la manière dont il a répondu, est-ce qu'on peut estimer que le SPVM peut se sentir mal? Je ne peux pas répondre pour lui. Oui. Je ne peux pas répondre pour les sentiments de M. Caron. Comment vous avez dormi cette semaine? Comment vous avez vu ça? Comment vous avez vécu tout ce qu'il y a eu autour du SPVM? Et j'ai dit tantôt, quelqu'un qui est dedans et dehors. Moi, l'histoire, l'épisode Camara, l'épisode, je crois qu'il y a un monsieur qui avait aussi des problèmes de santé mentale, qui avait été tué par la police dans l'ouest de l'île. Il y a cet événement-là. Il y a aussi l'événement de la jeune Myriam qui est décédée aussi. Donc, il y a tout un ensemble de choses qui probablement... j'ai deux regards, comme tu dis, sur les choses, mais j'ai d'abord un regard de citoyen. Et moi, comme citoyen, je dis toujours qu'il faut chaque fois se mettre à la place de la personne qui vit ces choses-là. Donc, mon regard à moi est d'abord un regard de citoyen, de dire, je n'aime pas ce que je vois.
je n'aime pas ce que je vois. Je n'aime pas ce que je vois à Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies, des fusillades. Il y a beaucoup d'armes qui circulent dans les rues, des jeunes qui perdent la vie, qui ont l'âge de mon fils, qui ont l'âge de ma fille. Donc, moi, ce sont des choses comme ça qui me dérangent comme citoyen. Et puis, bon, j'ai peut-être le même sentiment d'impuissance que tout le monde. Maintenant, ce n'est pas le citoyen Frédéric Boiron qui fait un mandat au SPVM, c'est le sociologue. OK. Donc, le sociologue a un regard qui est beaucoup plus technique sur la chose. Et je ne suis pas là pour régler des dossiers d'enquête criminelle. Moi, je suis là pour dire, est-ce que dans les événements qui se produisent, pour, entre autres, des personnes de la communauté noire, mais on parle des personnes de la communauté noire, mais il y a aussi les autres communautés, arabo-musulmanes, asiatiques, autochtones, dont on ne parle pas, dont on parle moins, je dirais, qui sont moins médiatisés, mais qui sont tout aussi dramatiques. Donc, moi, ma démarche, c'est de dire, à l'intérieur de l'organisation, dans la culture de l'organisation, est-ce que les réflexes des policiers ou du personnel du SPVM sont teintés par une culture dans laquelle s'inscrivent des comportements racistes ou discriminatoires? Voilà, c'est ça mon travail. Maintenant, si je prends un cas en particulier, je dis, bon, ben, le cas Camara, est-ce que je peux prendre ce cas-là et de dire, bon, ben, on fait l'analyse de cas. Okay? On fait une analyse de cas. La question a été posée au cours des derniers jours. Je l'ai vu apparaître au moins 3 ou 4 fois dans les journaux. Et si c'était un blanc? Ben oui, mais ça va être ma job. Okay. Ça va être ma job de dire, bon, ben OK, allons voir, si c'était un blanc, qu'est-ce qui serait arrivé? Et si jamais le résultat est le même, bon, ben il faut accepter. Mais si on se rend compte qu'il y avait des réalités qui ont marqué tout cet événement par des réalités de discrimination qui ont marqué cet événement, c'est une mauvaise nouvelle, mais c'est aussi une piste de travail pour éviter que ça se reproduise. Avant le cas Mamadi Camara, puisque c'est le plus médiatisé, je vais donc très souvent le citer, avant ce cas-là, il y a quand même eu un travail, parce que ça date du 9 juillet. Est-ce que, et là je vais la poser comme ça, cette question, est-ce que oui ou non, il y a un problème de culture au sein du SPVM? Absolument. M. Caron le reconnaît. Toutes les personnes que j'ai rencontrées à l'intérieur de l'organisation le reconnaissent, qu'il y a un problème. Et j'ai analysé des cas où, effectivement, ça confirme qu'il y a un problème il y a dans la culture de l'organisation, et tout le monde dit la même chose, hein? Il y a dans la culture de l'organisation des schémas de travail, un savoir-faire et un savoir-être qui comportent des biais systémiques, pour utiliser cette expression que je n'aime pas, mais qui influencent les comportements des gens lorsque vient le temps d'intervenir avec des gens des communautés X ou Y. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a observé depuis très longtemps et dont ton travail vient encore, que ton travail vient encore confirmer. Alors, est-ce qu'il y a une volonté réelle, manifeste, de changer les choses? On a l'impression de l'extérieur, dans la rue, que non. Il y a deux choses. Au-delà de ce que moi j'ai observé, au-delà de ce qu'on m'a dit, le rapport des chercheurs disait déjà, c'était écrit. Ouais. Le rapport je ne me rappelle plus l'organisme de la ville, la même, qui disait qu'il y avait du racisme systémique dans l'ensemble de l'organisation qu'est la ville de Montréal. Et spécifiquement au CPM. Donc, les chercheurs sont venus le confirmer quand ils ont dit que les personnes noires, par exemple, sont interpellées 4 fois plus que la communauté d'accueil, que les femmes autochtones sont interpellées 11 fois plus que les gens. Bon, moi, j'ai réanalysé ces données-là pour voir qu'est-ce que ça cachait. Il y a peut-être d'autres façons de regarder les données, mais toutes les données confirment ça. Il y a aussi à l'intérieur de ça, quand on regarde particulièrement pour les femmes autochtones, les données sont claires qu'il y a une surintervention auprès des femmes autochtones. Mais il y a aussi
surproblématisation pour les femmes autochtones et sous-ressources pour elles. Il n'y a pas de ressources. Donc, on se retrouve avec un problème qui est systémique. Et ce n'est pas seulement à l'intérieur du SPVM, c'est l'ensemble des ressources qui sont là pour encadrer les femmes autochtones, dans lesquelles on n'arrive pas à faire fonctionner ce système-là pour les sortir de la pauvreté. Donc, elles vont être interpellées parce qu'elles vont avoir des comportements, elles vont être perdues dans la ville, parce que c'est problématique. Même chose pour les communautés noires. On a aussi des problématiques qui sont réelles par rapport à la criminalité. Moi, ce que j'ai écrit dans mes rapports, j'ai dit que je ne voudrais pas qu'on mette en place des politiques qui vont faire que des criminels, des bandits, des voyous s'échappent du système. Il y a quand même un besoin d'attraper des bandits. Ce que je veux, ce que je défends, c'est qu'on respecte la dignité des citoyens honnêtes. Je t'entends parler et j'ai l'impression de refaire ou de revivre l'entretien que j'ai eu avec la personne qui t'a précédé dans cette émission, qui est la nouvelle commissaire à la lutte contre le racisme à la ville. Pourquoi est-ce que je fais cette analogie? C'est que lorsque Boshra Manaï a été nommée, la première perception, ça a été, OK, elle va être madame contre le racisme dans la ville, c'est à elle qu'on va s'adresser, ainsi de suite. Et toi qui as été nommé beaucoup plus tôt, ça aussi était la même chose pour toi, parce que quand tu as été nommé, tout de suite, on s'est dit, d'accord. Alors, il y avait deux voix. C'est Frédéric Boiron qu'on a nommé. On a une voix, communauté noire, mais aussi toutes les autres communautés marginalisées, on a une voix représentative au SPVM. Là, je suis en train de comprendre que non. De deux, dans le sens de, OK, il ne va pas parler pour nous, il va faire autre chose, tu vas préciser. De deux, il y a eu des gens qui ont plutôt réagi en disant, il va servir de caution, parce qu'il a déjà cette autorité morale au sein de la communauté, il va servir de caution au SPVM. Tu as déjà quasiment répondu sur la première assertion. Sur la deuxième, tu dis quoi? D'abord, je ne peux pas servir de caution à qui que ce soit. Écoute, moi, je pense qu'on aurait mal choisi de me prendre moi pour caution parce que je suis un loose cannon, d'accord? Donc, puis je pense que c'est pas quelque chose que j'invente là. Tout le monde le sait, que je fais mes actions et puis je fais ce que j'ai à faire, puis je le fais seul. Je le fais seul. Et est-ce que je suis une voix pour la communauté? Bien, certainement. Je suis quand même un Québécois d'origine haïtienne, donc mes prises de position sont teintées par mes origines et sont teintées par ma citoyenneté québécoise aussi. Parce que je dis aussi qu'il ne faut pas il ne faut pas donner le message que le racisme systémique, la lutte au racisme systémique et au racisme comme tel et au profilage racial, c'est une lutte qui ne nous concerne que nous, les minorités. Mais non, ça concerne toute la société québécoise et il faut que les Québécois blancs d'origine, de souche, se sentent concernés. Et il faut qu'ils comprennent, il faut qu'on arrive à leur passer le message que dans une société où il y a du racisme, ce n'est pas une société viable pour personne. Donc, eux aussi sont victimes de ça. Donc, il faut qu'on arrive à passer ce message-là. Mais moi, c'est clair que oui, comme membre de la communauté, j'ai à cœur de nos intérêts, mais en même temps, la sociologie, c'est une science. Je ne peux pas arriver comme avec mon drapeau haïtien, là. Je suis un Québécois d'origine haïtienne, oui. Donc je dois flaguer mes deux drapeaux en même temps. Oui. Donc je suis un Québécois aussi, donc je veux que cette ville soit une ville où il fait bon vivre pour n'importe qui. Et l'idée, c'est de justement dire, de faire comprendre, de passer le message que nous avons tous à gagner dans une société qui est harmonieuse. Est-ce que tu comprends, et le citoyen et le sociologue que tu es, est-ce que tu comprends quasiment la peur qui existe au sein
des communautés, principalement des communautés noires, des communautés arabo-musulmanes, il y a un sentiment de peur aujourd'hui. Et je m'en fais l'interprète parce que on entend des choses et on se dit, mais si déjà, je vais prendre un exemple simple, la mairesse de Montréal s'est fait quasiment rappeler à l'ordre pour avoir estimé que l'affaire Mamadi Camara, il y avait peut-être profilage racial, il fallait faire une enquête. Ce matin, dans le jour là où on enregistre, il y a une chronique qui est parue où ça a été carrément la fessée à la mairesse. On se dit, mais si le SPVM, et je reviens à ce que je disais au début, répond comme ça à la mairesse, mais moi, pauvre citoyen québécois noir qui se promène dans un quartier, il ne faut même pas que j'ai affaire à la police. Est-ce que c'est ça que le SPVM veut pour et son image et son travail? Non. Cyril, poser la question comme ça, c'est penser que tu poses une question à un employé du SPVM. Oui. Donc, moi, je ne suis pas un employé du SPVM. Je le répète encore. D'accord. D'accord. Je ne suis pas le porte-parole du SPVM. Je ne parle pas au nom du SPVM. Je parle en tant que consultant indépendant, externe, indépendant. D'accord. Les mots ont été choisis à dessein. Consultant indépendant, externe. Okay. D'accord? Donc, c'est très important de faire cette nuance-là. Maintenant, moi, je dis que quand la mairesse disait qu'il y avait un cas de racisme systémique, moi, je me disais, elle va un peu vite. Okay. D'accord? Quand M. Caron, le directeur du SPVM, a dit, il n'y a pas eu de racisme dans ce cas, et moi, je dis, il va trop vite. Parce que, dans les deux. Ah ben oui, oui. Parce que l'événement est en cours, il n'y a rien qui est scellé. Il y a quand même, au moment où on se parle, Cyril, il y a quand même un coupable qui court. Oui. Avec une arme. Oui. Donc l'événement n'est pas scellé. Et à ce moment-là, on est en train de dire, oui, il y a du racisme, non, il n'y a pas de racisme. Mais attendez, mais est-ce qu'on en a fait l'analyse? Est-ce qu'on a fait cette analyse-là? Tout le monde part sur des hypothèses qu'ils ont créé des vérités avec cette hypothèse. Autant M. Caron que Mme Plante, que Justin Trudeau. Moi, je dis attention, nous avons quand même des scientifiques qui sont là, des journalistes d'enquête, des sociologues, toutes sortes de monde pour reprendre l'événement. Pour reprendre l'événement et analyser l'événement étape par étape pour savoir est-ce qu'il y a eu racisme ou et comment on fait pour que ça ne se reproduise pas? Qui est la partie solution. Lorsque j'ai présenté Frédéric Boiron au début de l'entretien, il y a une ligne que j'avais oubliée qui était celle, ou pas une ligne, mais un mot. C'est que quand j'ai parlé de sociologue, j'ai oublié un mot qui vient très souvent avec sociologue. Chez toi, c'est sociologue d'action ou en action, je ne sais pas si je mets bien le mot action, mais c'est quelqu'un qui ne pense pas seulement, mais essaie d'apporter des actions. Et je veux qu'on parle de ces actions, donc des solutions. Je reviens là-dessus. Oui, il y a un devoir de réserve, confidentialité, mais je vais revenir là-dessus et c'est quelque chose que tu vas entendre. Et je suis sûr que je ne suis pas le premier. Tu es dedans, tu es dehors, mais pour nous, ou pour le peuple, alors le grand mot, pour le commun des citoyens, tu es mieux au fait de ce qui se passe au SPVM que quiconque. Et je veux qu'on parle un peu solution parce que tout le monde est unanime après ce cas Mamadi Camara. Il faut en sortir. Il faut que ça ne se répète pas. Bon, là, on a mis en place, du moins, on a nommé un juge pour faire enquête. On nous dit que l'enquête ne doit pas être, du moins, Québec ne veut pas que l'enquête soit publique. D'autres veulent que ce soit public. Je ne sais pas, déjà, rien que ce petit point-là, est-ce que tu as un avis là-dessus? Ça change quelque chose pour toi? Bon, pour moi, ça ne change rien. On est en train de perdre du temps sur cette affaire-là. Ce sur quoi il faut focusser, en ce qui me concerne, c'est que le mandat qui est donné par le gouvernement Legault au juge Dione ne lui demande pas ou ne lui autorise pas à regarder s'il y a eu profilage racial. Alors, la raison est fort simple, puisque le gouvernement Legault ne reconnaît pas le racisme systémique. Il peut au moins reconnaître le profilage racial, Frédéric. Alors, il faudra leur demander.
Et pour moi, tout simplement, ça s'inscrit dans une idéologie qui est véhiculée par le gouvernement Legault, comme quoi qu'il n'y a pas de racisme au Québec, mais qu'il y a des racistes. Okay. Alors moi, je dis, s'il y a des racistes, trouvez-les et enfermez-les. Et maintenant, après ça, dites-moi, quelle loi au Québec interdit à quelqu'un d'être raciste? Quelle loi? Il n'y a aucune loi qui interdit à qui que ce soit d'être raciste, et pas seulement au Québec. Il n'y a aucun pays qui a une loi qui dit « tu n'as pas le droit d'être raciste ». Sinon, on te met en prison. C'est une façon de dire que quoi, on ne condamne pas les actes racistes? Mais non, on peut condamner les actes racistes, mais on ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il est raciste. Et François Legault dit on va faire la chasse aux racistes, finalement. Parce que s'il n'y a pas de racisme systémique, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des racistes. Okay. Et c'est lui qui dit il y a des racistes. Mais on fait quoi avec les racistes? Ouais. C'est pas. J'ai remis, pour te dire clairement, parce que tu parles d'action, j'ai remis un rapport au SPVM au mois de novembre. Là, c'est la première fois que je le dis, d'accord? Je pense que j'avais dit à une autre entrevue. J'ai remis un rapport au SPVM. Ce rapport s'intitule pas besoin d'être raciste pour avoir des comportements racistes. D'accord? Je ne suis pas à la chasse aux racistes au SPVM. Je suis en train d'analyser les comportements des policiers, des cadres, des employés civils, pour voir des mécanismes à l'intérieur de l'organisation, pour voir est-ce qu'il y a des règles à l'interne, est-ce qu'il y a des savoir-faire, des savoir-être qui sont teintés de racisme, ce qui fait que les policiers ont tendance à reproduire tout le temps les mêmes comportements. Quand on parle de racisme, on ne parle pas d'individus, on parle de comportements qu'ont les individus. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'être raciste. Quelqu'un peut aller là, à la télé, à la radio, dire « moi, je suis raciste ». Il va arriver quoi? Rien. Ce n'est pas un crime. Mais quelqu'un qui refuse de louer un appartement, qui va vous donner une contravention parce que vous êtes noir, parce que vous avez une voiture luxueuse et que vous êtes noir, ça, c'est un comportement qui est condamnable. Mais de se proclamer raciste, il est où le problème? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et je ne dis pas qu'il faut mettre une loi pour ça, c'est que c'est comme ça partout. Maintenant, mon travail au sein de cette organisation-là, c'est justement d'aller fouiller pour voir est-ce qu'il y a des attitudes, des comportements ou des règles qui font que les gens ont tendance à reproduire des choses. Donc, les gens qui vont avoir des comportements racistes ne sont pas nécessairement racistes. C'est qu'il y a une culture dans une organisation où le savoir-faire, le savoir-être est comme ça. Et à un moment donné, à Montréal, on avait un problème. Il y avait des restaurants au centre-ville qui avaient des vitrines qui choisissaient que quand des Noirs rentraient dans ces restaurants-là, on les mettait au fond. On préférait que quand les gens passent sur la rue, qu'ils aient une image d'un Québec blanc. D'accord? On mettait donc les gens les plus blancs possibles dans les vitrines pour qu'on les voie. Est-ce que l'employé à qui on a demandé de faire ça, est-ce que lui a le temps de concevoir que c'est un geste raciste? Ou est-ce qu'il continue à perpétuer quelque chose que probablement que la personne qui a mis en place cette règle-là n'est pas là depuis les 20 ou 30 dernières années? Et c'est ce qui a fait dire au sénateur Murray, qui est d'origine autochtone, qui avait dit que le racisme systémique, c'est le racisme qui reste quand les racistes sont partis. Donc, quand je vais au SPVM, je ne suis pas en train de demander « pouvez-vous me dire c'est qui les racistes ?» Non, j'essaie de trouver le racisme qui reste quand les racistes sont partis. C'est ça qu'on cherche. Ce ne sont pas des individus qui ont commis un geste en fonction de leur propre idéologie. Ce sont des individus qui ont commis des gestes au nom de l'organisation. Tout à fait. À chaque fois qu'on a un cas comme ce qu'on vient de vivre, et il faut citer les noms Mamadi Camara, Kwadwo, Yeboah, il y a toujours un petit moment un moment d'émotion, de très grande émotion, et puis on s'exprime de part et d'autre. Je fais partie, je l'avoue, je fais partie de la meute un peu aussi, qui aboie, qui à un moment donné crie. Une fois que c'est passé, il y a une autre histoire qui va venir, qui va couvrir. Question de dire que ça existe depuis de nombreuses années.
ça se perpétue. On nous dit il y a des rapports, ça va changer, rien ne change. Est-ce que le recrutement de Québécois issus d'ailleurs peut être une solution? Je pense à des Noirs, je pense à des Arabes, je pense à des Autochtones. Est-ce que ça peut changer l'intérieur petit à petit de la culture du SPVM? Cyril, ça fait 50 ans que je vis au Québec. D'accord? La majorité des gens qui nous écoutent présentement n'ont pas 50 ans. Donc, j'ai tout vu. J'ai vu tous les changements, j'ai vu toutes les promesses, j'ai vu tout ce qui a échoué, j'ai vu tout ce qui a réussi aussi. Pour nous, les communautés, j'ai tout vu ça. J'ai vu des communautés arriver, s'installer, j'ai tout vu ça. Je pense que, oui, il y a évidemment toute l'indignation qui nous frappe chacun de nous quand quelqu'un est victime de ce genre de truc. Et la majorité d'entre nous avons déjà été victimes. Moi, j'ai déjà été en déontologie policière pour profilage racial. Et j'ai gagné. Donc, puis j'en ai eu des cas où je n'avais pas l'énergie pour y aller. D'accord? Donc, on a tous vécu quelque chose par rapport à ça, directement ou par personne interposée. Mais il faut se dire, et ça c'est le sociologue qui parle, une culture, ça ne change pas du jour au lendemain. Tout à fait. C'est quelque chose qui est extrêmement long et périlleux. Et pour moi, cet épisode dans lequel je participe, parce que j'ai participé à plusieurs tentatives de changement de culture dans la société québécoise, parce que je suis de la sociologie de l'action, c'est une de plus. Et je ne m'attends pas à sortir de là en me disant « j'ai changé la culture du SPVM ». Non. Je vais faire un pas en avant pour que la prochaine personne qui arrive soit capable d'en faire deux. Mais je n'ai pas la prétention de croire que je vais changer la culture de l'organisation. On va sûrement améliorer des choses. Maintenant, ta question précisément, c'est sur l'embauche des minorités. Moi, ce que je dis, ce n'est pas toujours la meilleure solution d'embaucher des gens des minorités. Parce qu'il y a une façon de faire. L'employeur doit devenir un employeur de choix. Pour que moi, comme citoyen d'origine haïtienne, pour que toi, comme citoyen d'origine africaine ou qu'une personne d'origine arabo-musulmane dise « j'ai envie de travailler pour cette organisation ». Et quand je vais rentrer dans cette organisation, personne ne va se questionner sur ma présence. Comme quoi que on voulait remplir un quota, on m'a mis là. On m'a mis, tout à fait. C'est là qu'on a un problème. Moi, je dis à des organisations pour lesquelles j'ai fait des mandats quasi similaires, je leur dis, votre défi, c'est de devenir un employeur de choix. Pour que des jeunes, par exemple, qui vont faire leur choix pour rentrer au cégep, vont décider d'aller en technique policière. Mais ils vont aller en technique policière parce qu'ils regardent l'organisation et disent, j'ai envie de travailler pour cette organisation. Moi, quand je travaillais pour le YMCA, comme directeur du YMCA, moi, c'était quelque chose qui était important pour moi, que les gens aient le goût de venir travailler pour cette organisation avec des valeurs profondes, des valeurs humaines, des valeurs de respect, de développement international, etc. On était capable de vendre ça parce que l'idée, c'était de dire, on vous attire vers nous. On vous attire vers nous. Alors que l'autre, c'est de dire, on t'amène vers nous, puis essaye de t'organiser pour être heureux là-dedans. Non, on vous montre qui nous sommes et vous nous choisissez parmi tant de choses que vous pouvez choisir. C'est nous que vous choisissez parce que nous sommes un employeur de choix. Et c'est ça le défi qu'on a dans nos organisations qui veulent justement faire ce genre de transformation. Il faut d'abord transformer les cultures internes pour que les gens aient le goût de venir travailler. Le temps passe tellement vite, Frédéric Boiron. J'aurais aimé qu'on parle encore un peu plus, mais il faut qu'on termine. Je vais terminer avec, je reviens sur toi-même, puis les choix que tu as faits par rapport à cette mission, cette responsabilité. D'emblée, tu as posé sur la table que ça ne devait pas dépasser, ce mandat ne devait pas dépasser 24 mois. Je veux connaître les raisons, mais si le SPVM souhaite que tu continues, tu fais quoi? Pourquoi le limiter dans... D'abord parce que je ne veux pas devenir l'ami de M. Caron. À ce moment-là, je perds toute objectivité.
Donc, plus je vais tarder dans l'organisation, plus je vais développer des sentiments par rapport à l'organisation, par rapport aux gens que je rencontre. Vous dites bonjour quand même. Hein, Oui, parce oui. t'entendre, j'ai l'impression. Ça va, vous Non, parlez. Non, 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 on se parle, Oui. on se rencontre plusieurs fois, mais quand je dis ça, je dis que quand on fait ce genre de mandat qui est critique de l'organisation, on ne peut pas devenir, j'avais dit chummy, Oui. chummy avec les gens, de dire, bon, mais hey, let's go, là, je vais pas aller prendre une bière avec eux, là, tu comprends? Donc, l'idée, c'est de dire qu'à un moment donné, on va se rendre compte que si je reste trop longtemps, je deviens une personne qui est trop collée sur l'organisation. Donc, je ne veux pas ça. J'avais dit maximum 24 mois, c'est-à-dire si au bout de 18 mois, je sens que je deviens un allié de la police, ben, c'est fini. C'est fini. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est d'être indépendant. Indépendant. Et si je me rends compte que je fais une recommandation, puis j'ai l'impression que peut-être ça ne passera pas, je vais la... Non, ben c'est fini. Ça veut dire que je n'ai plus cette indépendance. Et le temps fait ça. Le temps tue cette indépendance. Donc, on verra si le mandat peut être modifié, il peut y avoir plein de choses, mais pour ce pourquoi je me suis engagé, au bout de 24 mois, il faut casser les fiançailles. La dernière question, c'est sur ce... Je parlais tantôt de peur. Il y a aussi ce mouvement qu'on observe dans la société qui prône, et ça vient des États-Unis, le définancement de la police. Et parfois, c'est mal expliqué. Il s'agit d'enlever un peu de ressources à la police pour les remettre dans l'aspect social, dans les zones qui sont le plus en difficulté. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu es pour ou pas? D'abord, il y a Yves Boisvert qui disait justement qu'il trouvait que ce n'était peut-être pas nécessairement le bon moment de parler de ça, compte tenu du taux de criminalité qu'on vit en pleine pandémie. Il faut maintenant donner des tickets de 1 500 $ à des citoyens et tout. C'est quand même, le moment est peut-être très complexe. Maintenant, ce que je dirais aux gens qui prônent le defunding de police, moi, je n'ai pas nécessairement une opinion à savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ce que je dis, par exemple, c'est que quand on fait ce genre de proposition, il faut arriver avec des plans. Il faut arriver avec des plans pour dire, quand on enlève l'argent à la police, on le met où? Comment on le met et comment ça va donner des résultats? Et oui, il y a des cas qui existent aux États-Unis où on a vu où le defunding a donné des résultats. Mais faisons plutôt un scénario montréalais pour dire, ben, on va enlever 20 millions à la police qu'on va mettre dans le secteur communautaire et qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire à Montréal-Nord? Qu'est-ce qu'on va faire à Rivière-des-Prairies, à Saint-Michel, à Lachine, à Verdun? Qu'est-ce qu'on va faire à Saint-Léonard? Qu'est-ce qu'on va faire avec cet argent-là pour protéger les gens? Pour sortir des jeunes de la criminalité aussi? Parce qu'on parle souvent des gens qui sont victimes de la criminalité, mais il faut aussi voir qu'est-ce qu'on fait pour empêcher des jeunes de devenir des criminels aussi. Donc, moi, je ne dis pas non, je dis, mais pour faire quoi avec cet argent? D'accord? Pour faire quoi? Et faites la démonstration comme quoi qu'une fois qu'on a mis 40 millions, 100 millions dans d'autres initiatives, qu'on pourra mesurer l'impact de ça. Merci beaucoup Frédéric Boiron d'avoir accepté l'invitation. Il est évident que je ne mettais pas ça en avant au début de notre entretien. Oui, en choisissant de t'avoir toi comme invité, mais où on interrogeait plutôt le SPVM, je n'avais pas de figure noire. En ce mois de l'histoire des Noirs et à inviter alors que le sujet portait sur le SPVM. Merci d'avoir accepté. Et on te regarde iconoclaste que tu as toujours été. On espère que tes rapports, oui, ils sont confidentiels, mais qu'au moins tu nous as déjà donné quand même quelques, pas des bribes, mais des éléments, des pistes de solutions. Puis moi, je continue à dire courage, parce que c'est sûrement pas une responsabilité facile. Mais moi je te dis, Cyril, moi, je vous dis que j'ai fait un travail au service de police, j'ai remis un rapport et on est en train de travailler sur un plan d'action. Moi, je n'ai pas
de la nature même de la confidentialité, je n'ai pas le droit de diffuser ce que j'ai écrit. Mais le SPVM peut le faire. Mais si personne ne le demande... Ils ne le feront pas. Ben voilà. Si personne ne le demande, ils ne le feront pas. Et si quelqu'un le demande, je défendrai ce que j'ai écrit. C'est bien entendu, bien compris. C'est bien entendu, bien compris. Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir pris le temps de nous suivre. Puis j'espère que ce temps-là, vous l'avez trouvé agréable. Et puis les informations qu'on a échangées peut-être vous ont édifié. Merci encore. On se retrouve à la prochaine édition au cœur de l'actualité. Mon nom est Cyril Ekwala. À la prochaine.